Bonsoir à tous. Ce soir, on va couvrir pas mal de choses. Donc, je vais aller assez vite sur pas mal de sujets. C'est normal si tout n'est pas limpide. C'est un sujet assez ardu. Mais le but, c'est vraiment vous donner une perspective de ce qu'est Git et ce qu'est GitHub et en quoi ça va pouvoir vous aider dans votre travail quotidien. Donc, on va commencer par juste déjà parler un peu de nous. Alors, si vous êtes là ce soir, vous avez tous un ordi, ou presque. En fait, votre métier, en général, il consiste à taper sur un clavier pour enregistrer des documents, créer des documents, les éditer, etc. Puis on fait que ça. Hein. Voilà, on est la génération des knowledge workers. Donc, en tant que travailleur du savoir, ce qu'on fait, c'est toujours la même chose. On va créer un fichier, le sauvegarder, on va éditer le fichier, on va le re-sauvegarder, etc. Que ce soit dans Photoshop, que ce soit dans Word, que ce soit dans un éditeur de texte si vous codez. Voilà, c'est toujours le même workflow. Si on prend la timeline d'un fichier, alors je vais juste zoomer un petit peu. Si on prend la timeline, en fait, donc si on affiche, bon bah ça marche pas, je vais pas le faire. Si on affiche le temps en abscisse sur un axe, vous pouvez représenter les différentes étapes de la vie d'un fichier comme ceci. Donc vous allez avoir une personne qui va créer le fichier, qui va ajouter un logo, qui va faire une erreur, donc corriger l'erreur d'orthographe, ajouter un paragraphe, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre document. Vous avez accès uniquement à cette version-là du document. C'est-à-dire que vous avez accès à la dernière version en permanence, parce que finalement, à chaque fois que vous faites CTRL-S dans votre programme, ça écrase l'ancienne version. Donc sûrement, vous avez tous fait ça. Vous avez tous un dossier sur votre ordinateur où il y a un fichier qui s'appelle report.doc, et il y en a un autre qui s'appelle report, entre parenthèses, version finale, entre parenthèses, version super finale, finale vraiment, etc. Voilà. Et en plus, vous les êtes envoyés par mail avec des collègues, donc il y en a qui traînent dans tous les sens. Bref, ce n'est pas forcément une bonne façon de travailler. On a envie de faire un peu mieux. Donc, en fait, on a envie de faire quoi finalement? On a envie d'avoir un workflow, un outil, quelque chose qui nous dise quand est-ce que le fichier a été modifié, ce qui a été modifié et pourquoi il a été modifié. Alors, si on rajoute une couche de complexité, il peut y avoir plusieurs personnes qui touchent au même fichier. C'est-à-dire que là, vous voyez en noir et en bleu, en noir on a une personne A et en bleu on a une personne B. Donc si les deux personnes travaillent en même temps sur le même fichier, on va répondre à une quatrième question qui est qui a fait le changement. D'accord? Donc on a 4 questions qu'on aimerait bien, pour lesquelles on aimerait bien avoir une réponse pour chaque fichier. C'est qui a fait les changements, quand est-ce que ça a été changé, qu'est-ce qui a été changé et pourquoi. Alors, est-ce que vous connaissez un outil qui règle un peu ce problème d'avoir, on va dire, de devoir dupliquer les fichiers ou de devoir s'envoyer des fichiers par mail? Alors effectivement, donc, il y a la suite de Google Docs, donc avec Spreadsheet ou les outils de présentation ou documents. Quoi d'autre? Pardon? Je ne m'attendais pas à ça, mais effectivement, donc ça c'est un outil de versionning qui s'apparente plutôt à Git, mais un outil plus grand public, on va dire. Pareil, même catégorie. Bon, est-ce que vous ne pensez pas à Dropbox en fait? Ok. Donc Dropbox, ça fait ce rôle-là, c'est-à-dire que ça gère un petit peu le fait de travailler à plusieurs sur le même document, en évitant d'avoir, on va dire, des conflits entre les versions. Il y en a de temps en temps, et il y a aussi une notion d'historique. Donc on peut revenir en arrière. Le problème, c'est qu'un outil comme Google Drive ou un outil comme Dropbox ne fonctionne pas bien pour les fichiers de code, pour plusieurs raisons. Qu'on va pas détailler, mais en tout cas, les développeurs ont besoin d'un outil spécifique. Et en fait, on a besoin d'un outil qui va traquer des versions, qui va permettre de travailler en équipe et garder un historique de tous les changements. Et en fait, on va utiliser Git ici. Donc là, j'ai 2 personnes qui m'ont cité des outils concurrents de Git. Alors concurrents dans le sens, pas dans le sens qu'ils se tapent dessus pour avoir des parts de marché, mais dans le sens où en fait, ils ont la même ambition, c'est-à-dire ils veulent faciliter le travail des développeurs au niveau de la collaboration. Donc SVN ou Perforce, qui sont plus anciens que Git. Et on va parler de Git ce soir. Voilà. Donc si vous avez déjà vu SVN ou Perforce ou des choses comme ça devrait être plus facile pour vous. Si vous n'avez jamais vu, bah, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Donc,
Pour installer le logiciel, en fait, vous pouvez aller sur ce site, si vous ne l'avez pas encore fait, le télécharger et l'exécuter. Donc sur Mac, je crois que les Mac par défaut ont Git, donc vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lancer un terminal. Si vous n'avez jamais lancé un terminal de votre vie, vous pouvez cliquer sur la petite loupe en haut à droite et taper terminal, puis entrer. Ça va lancer une fenêtre qui est un terminal. On va voir ce que c'est. Pour Windows, vous pouvez télécharger et l'installer. Ça vous met un petit raccourci sur le bureau pour accéder à Git directement. Donc il y a une première étape de configuration quand vous utilisez Git, c'est de configurer qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'outil va vous permettre de versionner vos fichiers, c'est-à-dire versionner les modifications dans le temps. Et il va attacher à chaque fois que vous faites une modification votre identité. Donc vous avez besoin de dire que vous avez besoin de préciser votre nom, votre email, et mettre ça dans la configuration de Git. Donc ça, en général, dans les installations, on vous demande votre nom et votre email, c'est pour cette raison-là. Donc pour vérifier que vous avez Git, en fait, vous lancez un terminal et vous tapez git-version, comme ceci, et ça va vous donner, vous voyez, là, moi j'ai la version 2.0.0 de Git, et ça montre bien que c'est installé. Donc si vous ne voulez pas installer, installez-le rapidement pour essayer de reproduire en même temps que moi les différentes commandes. Alors si vous avez une ancienne version, si vous avez plus que 1.8, c'est bien. Donc on va commencer par les commandes de base. Donc là, le but, c'est que ce soir, c'est vraiment une intro à Git. Git, il y a des dizaines et des dizaines de commandes d'usage, des trucs très très avancés. Donc on ne va pas faire ça, bien sûr, on va faire les trucs simples pour rapidement passer à GitHub, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes sur GitHub dont je voudrais parler. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Donc vous n'avez jamais vu ce que c'est un terminal, a priori, si vous n'avez jamais tapé de ligne de commande. Donc c'est pas très grave, donc vous pouvez le lancer sur Windows. Alors vous pouvez faire démarrer, exécuter, CMD, entrée, et taper les commandes que je fais. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, je vais vous le décrire, comme ça vous pourrez aussi le faire avec la souris, si jamais vous êtes perdu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer un nouveau projet, et on va initialiser Git. Donc je vais le faire en même temps que vous. Donc je vais créer un projet que je vais appeler Hi. On va faire une page web qui dit bonjour, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai créé un dossier, et je me déplace dans le dossier grâce à la commande cd. En fait, ce que j'ai fait, c'est équivalent à avoir ouvert le Finder et avoir fait clic droit, nouveau dossier, taper le mot Hi, et ensuite me déplacer dedans. D'accord? Donc là, en fait, ce que je fais, c'est juste créer un dossier vide. Okay, il n'y a pas de truc sorcier. Et je me déplace dans le dossier. Je me mets dans le dossier parce que je vais avoir besoin de taper des commandes. Effectivement. Je me suis mis dans le dossier en ligne de commande et je vais dire à Git de commencer à versionner mon code. Et ça se fait grâce à la commande git init. Là, en fait, on ne parle pas de GitHub pour l'instant. Pour l'instant, on parle de Git. Donc Git, c'est l'outil en ligne de commande pour versionner nos fichiers. GitHub, c'est une application web qui va nous aider à partager notre code. Donc, la première chose que je dois faire, c'est dire à Git que je vais initialiser le dossier et donc travailler avec Git sur ce projet par la commande git init. Ensuite, une fois que j'ai ça, je peux à tout moment faire un git status. La git status, c'est une commande qui va me dire ce qui se passe sur mon projet. Donc, là, je viens de taper git status. Et vous voyez, il me dit que je suis au commit initial et que j'ai rien à commit. En fait, ce qu'il me dit, c'est juste qu'il n'y a rien dans mon projet. J'ai pas créé de fichier, j'ai rien fait encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier dans un éditeur de texte. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Donc là, j'ai créé un fichier index.html et je vais commencer à mettre un peu de contenu. Donc, je crée mon fichier HTML avec sa doctype, le head et le body. Dans mon head, je vais mettre un titre. J'ai besoin d'un meta pour l'encodage, comme ceci. Et je vais mettre un HA qui va dire bonjour. Donc là, on a créé une page web qui dit bonjour. En fait, là, je l'ai juste créé à la racine de mon projet. J'ai créé un dossier I et j'ai créé un fichier index.html. Et donc, vous voyez, si j'ouvre mon dossier,
j'ai bien un fichier index.html qui est là. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau fichier dans mon projet. Donc, si je demande à Git le statut, il va me dire qu'il y a des fichiers qui ne sont pas encore traqués. Vous voyez, untracked file. Et il me précise que index.html n'est pas traqué. Donc c'est normal, en fait, j'ai fait encore aucune commande pour dire à Git, bah ok, ce fichier-là, on va commencer à le versionner, on va commencer à surveiller ces changements. Alors comment on va faire justement pour commencer à surveiller ces changements? On va avoir besoin de faire un snapshot. Vous vous souvenez l'axe du temps que j'avais représenté avec les petites boules qui représentaient en fait des photographies de l'état de mon projet à chaque instant? Bah, je vais faire une photographie de ce fichier-là. En fait, ça, dans Git, ça s'appelle un commit. Un commit, c'est un snapshot, c'est une photographie de l'état de votre projet. Alors, comment on va faire un commit? Il faut que vous pensiez un peu à une nature morte. Donc, vous avez une nature morte et vous voulez la prendre en photo. Bon, là, elle est peinte, mais c'est pour l'exemple. Donc, comment on fait une nature morte? Bah, on fait ça en 2 étapes. La première étape, on va disposer sur une table des fruits, des fleurs, etc. Et la deuxième étape, c'est on va effectivement prendre la photo de ce qu'on a disposé. Donc, pensez à cette métaphore pour avoir la bonne méthodologie pour faire un commit. Donc, du coup, j'ai 2 étapes. La première étape, c'est j'ajoute des choses. Et la deuxième étape, je fais effectivement le commit, je prends effectivement la photo. Donc, c'est pour ça, en fait, je vais avoir, alors le slide dit 3, c'est tout. Je vais avoir une première étape qui va faire un git add sur mes fichiers, et ensuite un git commit qui va prendre tous les fichiers sur lesquels j'ai fait un git add et qui va faire le snapshot, qui va faire la photographie. Donc, on va le faire ensemble. Là, je peux faire un git add sur mon fichier index.html. Ce qui fait, si je fais un git status, Git me dit que j'ai des changements qui sont prêts à être commit, qui sont prêts à être en photo, c'est ceux pour lesquels j'ai fait un git add, d'accord? Et si je fais un git commit, là, il va prendre les photos, les fichiers pour lesquels j'ai fait git add et il va faire le commit. Donc git commit, c'est toujours associé à un message pour dire pourquoi vous faites le commit, pourquoi vous prenez la photographie. Qu'est-ce que vous avez changé entre la dernière fois que vous avez fait une photo et maintenant? Donc là, la dernière fois qu'on a fait une photo, c'était jamais parce qu'on vient de démarrer. Et maintenant, en fait, finalement, on a fait quoi là? On a créé une première version du fichier. Donc je vais dire create first version of index file. Voilà. Et donc, le commit est bien enregistré. Si je fais un git status, vous voyez que Git me dit OK, le working directory est propre. Donc là, le dossier dans lequel je travaille est propre. Il n'y a pas de changement qui mérite d'être photographié. Donc là, je suis dans un état où je peux m'arrêter de travailler, je peux rentrer chez moi en fait. D'accord? Alors, donc l'idée c'est qu'on va faire plusieurs commits maintenant. Regardez, on va ouvrir la page. Pour l'instant, la page a dit hi comme ça. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est un peu, on va vouloir centrer le texte et le mettre dans une autre police. Donc pour ça, on va faire un petit peu de CSS rapidement dans le fichier. Ce n'est pas une bonne pratique, mais on va juste le faire comme ça. Donc là, je suis en train de faire des changements sur mon fichier. Donc on va dire, on va le positionner en absolu, à 40% du haut. Voilà. Donc, là, vous voyez, ma page web, j'ai fait des changements. J'ai mis un peu de CSS pour centrer mon H1 et j'ai changé la police. Reprenons. Là, si je fais un git status, qu'est-ce que ça va afficher à votre avis? Là, je fais un git status. J'ai fait des changements dans mon fichier, index.html. Je fais un git status pour demander quel est l'état de mon repository Git actuellement. Exactement, voilà. Vous voyez, il me dit, j'ai des changements dans le fichier index.html et qui ne sont pas préparés pour le commit. Donc, en fait, on repense à ma nature morte, j'ai mes 2 étapes, mon add et mon commit. Là, j'ai rien fait. Donc, il faut que je fasse un git add, puis un git commit pour faire le commit. Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire à cette étape-là, en fait? On a des changements, on aimerait bien visualiser peut-être ce qu'on a fait comme changement. On aimerait bien regarder un diff entre le dernier commit et maintenant. Donc,
là, en fait, on a la commande git diff qui va nous dire ce qui a changé. Et vous voyez, git diff, là, il va me dire, donc, sur le fichier index.html, j'ai rajouté toutes ces lignes-là. Tout ce qui est en vert avec des plus devant, c'est les lignes qui ont été changées. Donc là, déjà, vous voyez l'intérêt de Git en tant qu'outil de versionning, c'est que dès le premier commit, on peut voir l'incrément de nos fichiers, l'incrément de notre travail sur le index.html. D'accord? Donc avant de faire mon add et mon commit, je peux faire un git diff qui va me dire ce qui a changé. Donc, je fais mon git add du fichier, je fais mon git commit, je n'oublie pas le tiret message en disant, donc là, ce que j'ai fait, c'était centrer le texte. Donc, center the h1. Voilà, j'ai fait mon git commit, et du coup, si je redemande un git status, mon repository est propre. OK, donc là, on a 2 commits. Pour visualiser tous les commits qu'on a fait, il y a une commande qui s'appelle git log et qui va vous lister tous les commits depuis le début du projet. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 2. Ils sont listés du plus récent au plus ancien. Et donc, le plus ancien, c'était créer la première version du fichier index. Et le plus récent, c'est centrer le H1. D'accord? Et donc, pour chaque commit, vous voyez, il y a des informations. Il y a un espèce d'ID super long, là. En fait, c'est un identifiant qui va caractériser chaque commit. Vous avez l'auteur du commit. Donc ça vous permet, quand vous travaillez dans une équipe, de savoir qui a fait quoi. Et vous avez la date pour savoir quand est-ce que le changement a été fait. Et le texte qu'on met à chaque fois qu'on fait le commit, le message qui est obligatoire, qui explique le contenu en fait, de chaque commit. Donc là, vous avez vraiment toute l'information, toute la métadonnée autour du fichier index.html. D'accord? Qu'on a pour l'instant incrémenté que de 2 crans. Ouais. Si par exemple 2 personnes travaillent sur le même fichier, la deuxième personne travaille sur un fichier antérieur, la deuxième personne en fait sauve des changements. Et, ouais. Alors, donc là la question c'est est-ce qu'on va avoir des conflits entre 2 personnes qui travailleraient sur le même fichier? Donc là il faut bien comprendre un truc, c'est que les opérations que je fais actuellement, je peux les faire sans être connecté à Internet. Ça c'est fondamental. Donc là les git add, git commit, etc. Je ne suis pas connecté à Internet. Donc en fait, je peux travailler dans mon coin, il n'y a pas de souci. Et quelqu'un d'autre peut travailler aussi dans son coin, sur les mêmes fichiers, il ne verra pas de conflit. Donc il travaille sur des choses, sur les mêmes fichiers, mais peut-être pas forcément même ligne. On va faire cet exemple-là, et on va voir qu'en fait, Git arrive à s'en sortir et arrive à prendre les changements de 2 sources et les réconcilier pour faire un seul fichier. Donc, je finis juste avec les commandes basiques. Donc là, diff et log, j'en ai parlé. Et donc, normalement, on a fait le tour. Donc, du coup, on va attaquer une notion un peu plus compliquée, qui est le branchement. Donc là, pour l'instant, vous avez un axe de temps qui est linéaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un commit, ils viennent les uns à la suite des autres. Hein, et c'est comme la réalité temporelle dans l'univers. Hein, c'est tout droit, il n'y a pas retour vers le futur encore. Le truc, c'est que dans Git, souvent, quand on travaille par petites touches, on travaille par petits incréments, par fonctionnalité. Et en fait, pour chaque fonctionnalité, on va créer une branche. En fait, on va diverger le temps, on va faire diverger de la branche de départ pour arriver dans une branche dans laquelle on travaille nous-mêmes. Donc là, vous voyez, il y a master dans lequel il y a eu des commits. Les ronds, ça représente des commits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans une branche, donc dans une réalité parallèle, pour ne pas gêner les gens qui travailleraient dans master. Donc si vous voulez faire quelque chose d'expérimental, si vous voulez tester un peu, vous pouvez demander à Git de brancher le temps, de faire des choses dedans. Comme ça, à tout moment, vous pouvez retourner sur la branche originale sans avoir pollué finalement votre environnement de travail. Donc là, on va illustrer ça tout de suite avec un exemple. Ce que je vais faire, c'est créer une branche. Donc, si je reprends ma page web, j'ai envie de lui ajouter un fond de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est créer une branche qui va être, donc on va dire green background. Donc voilà, j'ai créé ma branche. Si je lance la commande git branch, vous voyez que j'ai 2 branches, j'ai green background et master, je suis actuellement sur master. Si je veux me positionner sur la branche green background, j'ai fait la commande git checkout pour me mettre sur une branche précise. Donc là, actuellement, je suis sur la branche green background. Pardon. Donc du coup, je peux faire des changements. Donc là, on a dit les changements que je voulais faire, c'était d'ajouter une background color. Et donc là, pour la background color, je vais prendre une couleur sur ce site, Flat UI Colors.
comme ceci, la coller ici, et du coup, mettre une couleur blanche pour mon texte. Donc si je regarde mes changements, vous voyez que maintenant j'ai mon site qui est vert et mon texte qui est blanc. Donc retournons sur notre terminal. Si je fais un git status, qu'est-ce qu'il va me dire? Bah, qu'il y a eu un changement effectivement dans Index.html. Je viens de coder quelque chose, donc il me le dit, c'est très bien. Je peux faire un git diff de mon fichier et il va me montrer quelles sont les lignes qui ont été changées. Donc j'ai bien rajouté ces 4 lignes-là avec des règles CSS sur body. Et donc du coup, je peux faire un commit en fait. Je peux faire un snapshot de mes changements. Donc git commit, genre, donc ça va être green background, comme ceci. Et donc là maintenant, si je fais un git status, mon working directory est propre. Donc si je reviens à mes schémas, ce que je viens de faire, c'est faire un commit sur ma branche. Donc là, dans l'exemple, il y a aussi un deuxième commit dans la slide. Donc je viens faire un commit sur ma branche, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je me remets sur master en faisant git checkout master, si je reviens sur la branche noire originale, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc je me mets sur la branche master, et donc là, je rafraîchis ma page, et là je suis bien en blanc. D'accord? Parce qu'il n'y a pas les commits de la branche sur lesquels je suis parti. Et ça va se vérifier dans Sublime Text. Sublime Text, vous voyez là, il vient de se rafraîchir, parce que le fichier a changé sur le disque dur. D'accord? Donc là, à gauche, dans mon code, j'ai plus les règles CSS pour mettre la couleur en vert. Si je me replace à nouveau sur la branche green background, bah vous l'avez deviné, à ce moment-là, ça remet la règle CSS body, et donc ça remet le vert pour le site. Okay, donc là, j'ai deux versions en parallèle de mon site, dans lesquelles je peux naviguer, je peux aller de l'une à l'autre, je peux travailler dans l'une ou l'autre. Et donc là, à ce moment-là, Git se charge en fait de changer les fichiers sur votre disque dur. Vous n'avez pas à faire des copier-coller à la main de fichiers, de gérer vous-même les versions. Alors, pour reprendre la question de la collaboration de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si jamais master évolue en parallèle? C'est-à-dire qu'imaginez là, je fais un commit dans master parce que je change une faute d'orthographe. Ou je change du texte. On va le faire tout de suite. Donc, on va se mettre sur master, git checkout master, et donc là, je vais changer le hi en hello. D'accord? Si je fais un git diff, ça me montre bien que j'ai changé le hi en hello. Je peux faire donc un add sur mon index.html, puis un commit. Donc le git commit, ça peut être -message ou -m en abrégé. Donc là, ça va être, je change hi en hello, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait un commit dans master, comme le schéma représente. Donc si je me place sur la branche green background, vous voyez que mon texte, il a hi et la couleur verte. Enfin, oui, la couleur verte, c'est ça. Et si je me place sur master, vous voyez que mon texte, c'est hello et que je n'ai pas la couleur verte. D'accord? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une fonctionnalité dans mon coin jusqu'à ce qu'elle soit correcte. Et ce que j'ai envie de faire, bien sûr, ben, au moment, c'est rapatrier les fonctionnalités de la branche dans laquelle j'avais divergé dans master, qui est la branche de développement officiel, qui est la réalité, qu'on garde. D'accord? Ma feature, c'était juste quelque chose, le temps de travailler. Donc, je vais me mettre dans master, je vais pouvoir voir les différences qu'il y a entre mes deux branches, et je vais pouvoir rapatrier les changements de la branche myFeature dans master. Donc là, je peux faire un git diff de mes deux branches, entre master et green background, et vous voyez, le diff, il est clair. Dans green background, j'ai des propriétés CSS sur body, et j'ai le texte hi plutôt que le texte hello. D'accord? Donc maintenant, si je merge la branche green background dans master, donc à ce moment-là, alors là, je suis dans Vim, il me demande un message de commit parce qu'il crée un nouveau commit. Il crée une nouvelle boule ici. Donc c'est un commit en tant que tel. Le merge crée un commit. Ça dépend de vos configurations de Git. Moi, en l'occurrence, il m'ouvre mon éditeur de texte pour que je change le message. Par défaut, il génère un message merge, branche, etc. Qu'on peut voir en faisant le git log. Ça a créé un commit qui s'appelle merge branch green background. Vous voyez, automatiquement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a mergé automatiquement le fichier index. Et si je regarde, mon fichier index, il a bien hello et il a bien le background color.
Donc en fait, j'ai fait des changements à 2 endroits. Ça aurait pu être 2 développeurs qui étaient sur 2 branches différentes. Et Git a réussi à rapatrier tous les changements de tout le monde et les mettre au même endroit. Et s'ils interviennent sur le même élément? Ah bah, donc là, c'est effectivement problématique. Donc on va tout de suite le tester. Imaginons que maintenant, donc, où est-ce qu'on va se mettre? Donc on va créer une branche où on va dire, on change le texte hello en bonjour. Donc je vais créer la branche bonjour. Je vais me placer sur la branche bonjour, comme ceci. Et donc là, je vais taper bonjour. Voilà. Si je fais un git diff, on voit bien que le code a changé. Donc je peux faire un git add du fichier index, puis un git commit, en disant hello qui passe en bonjour, comme ceci. Et je vais me replacer sur la branche master et faire un changement sur la même ligne, et changer le hello en hi. D'accord? Donc git diff me dit bien que je suis en hi, je vais pouvoir faire un git add puis un git commit. Donc là, sur 2 branches, j'ai fait 2 changements sur la même ligne. OK? Donc ça revient au même de dire que 2 développeurs font des changements sur le même fichier à la même ligne. Pas forcément dans des branches différentes, mais ça revient au même schéma. Donc là, cette fois, si je veux merger la branche bonjour, qu'est-ce qui se passe? J'ai un conflit. D'accord? J'ai un conflit, pourquoi? Parce que Git, il y a quelqu'un qui lui dit, bah écoute, à la ligne 22, il faut que tu écrives bonjour, et quelqu'un d'autre qui lui dit, à la ligne 22, il faut que tu écrives hi. Alors Git, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Là, c'est un développeur, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a vraiment codé, qui doit prendre la décision de est-ce qu'on garde bonjour ou est-ce qu'on garde hi. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Et donc, si j'ouvre mon fichier, vous voyez, là, il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé à la ligne 22, là. L'affichage. Tout le monde voit? En fait, ce qu'il me dit, c'est que, OK, donc d'un côté, j'ai hi, et de l'autre côté, j'ai bonjour. Dans la branche bonjour, et dans head, qui est en fait la branche de master, j'ai hi. Donc là, c'est à moi de résoudre le conflit dans le fichier, en éditant le texte, pour lui dire ce qu'on veut garder. Et donc, on n'a qu'à dire, on garde la version bonjour. Donc, je change le texte, je mets bonjour. Si je fais un git status, vous allez voir que j'ai des fichiers qui ne sont pas mergés. Et donc, pour les merger, il va falloir que je fasse un commit moi-même à la main, parce qu'il n'y a pas eu de commit qui a été créé. Donc, je vais devoir adder le fichier index.html, faire mon commit, en disant que j'ai résolu le conflit, comme ceci. Et donc là, voilà. Je n'ai pas compris pourquoi tu devais adder le fichier nouveau. Je dois le adder parce qu'en fait, là, je dois faire un commit moi-même, parce que le merge n'a pas réussi à faire le commit par lui-même. Donc je dois le adder moi-même, en fait. C'est qui décide? Alors, qui décide si on met bonjour ou hi, c'est ça? Bah, c'est toi. C'est le développeur, c'est l'équipe, enfin, c'est ce que tu veux faire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ont fait des choix différents sur la même ligne, donc là, il faut vous passer un coup de fil et vous mettre d'accord. Ce n'est pas l'outil qui va le faire pour toi. D'accord? Mais l'outil va juste te signaler que vous avez fait tous les deux un changement différent au même endroit. Donc par exemple, toi, tu avais mis une couleur verte et l'autre, il avait mis une couleur rouge. Bah, tu ne vas pas mettre un mix de vert et rouge, quoi. Tu vas choisir. D'accord? Une fois que vous avez fini avec vos branches, une bonne pratique, c'est de les supprimer parce qu'on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'avais la branche MyFeature. Et en fait, une fois qu'elle a été mergée dans Master, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de travailler avec. La fonctionnalité, elle est finie. Elle est livrée en production, elle est finie. Donc, je peux supprimer la branche. Et pour ça, vous avez la commande git branche-d et le nom de la branche. Donc là, en l'occurrence, si je tape git branche, j'ai 3 branches. Je vais supprimer bonjour et je vais supprimer green background. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez une branche qui n'a pas été mergée dans master dans laquelle il y a des commits, à votre avis? Si jamais, en fait, vous êtes dans ce cas-là, vous avez tiré une branche, vous avez fait des commits, et puis vous voulez supprimer la branche. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne peut pas parce qu'en fait, dans ce cas-là, vous allez perdre du travail. C'est-à-dire que là, les points rouges, si jamais vous supprimez la branche, bah, ils sont perdus. C'est dommage. Donc là, l'outil, en fait, par défaut, il va vous prévenir. Donc regardez, on va faire une branche test. On va se mettre dedans. Là, on va faire un changement bonjour test, comme ceci. On a bien le fichier index.html qui a été changé. On va faire un commit du fichier. Voilà. On va se mettre sur la branche master.
on a bien la branche master et test. Et si je fais la commande git branch-d test pour supprimer la branche dans laquelle j'ai un commit, il râle. Il va dire non, la branche test, elle n'est pas mergée encore. Ok, donc par défaut, ça vous évite de faire des erreurs. Et si vraiment vous avez fait une branche comme ça pour tester quelque chose, vous avez fait des commits, et vous vous rendez compte que c'est tout pourri ce que vous venez de faire, vous voulez jeter ce travail, bah vous pouvez quand même le faire avec git branch-grand D. Donc là, le grand D, c'est utilisé vraiment quand vous êtes sûr que vous voulez supprimer votre travail. Git branch-grand D test, et là, à ce moment-là, la branche a sauté. Et donc, le bonjour test a sauté aussi. D'accord? Donc, par défaut, Git vous rend service, il vous permet d'expérimenter en toute sécurité. Vous pouvez tirer des branches comme ça autant que vous voulez, c'est rapide, ça ne mange pas de pain. Faire des tests, faire des commits, etc. Et si vous vous rendez compte que finalement cette branche elle vaut rien et vous voulez juste la supprimer, bah c'est simple aussi. Alors que si vous avez travaillé tous dans master et vous avez 25 commits d'historique, il faudrait retourner et regarder chaque commit, lesquels vous voulez garder, ceux que vous ne voulez pas garder, etc. Donc la bonne pratique, c'est vraiment travailler dans une branche et pas travailler dans master. Et garder un commit, c'est le merge qui permet de garder un commit? Alors le merge, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va garder tout l'historique de branchement et de retour. En fait, si on regarde quelque chose comme gitlg, donc qui est un raccourci que j'ai pour afficher mon gitlog un peu plus sympa, vous voyez là, ça me dessine un arbre avec les commits et les branches qui ont été mergées au fur et à mesure. D'accord? Et il y a des logiciels graphiques qui vous montrent ça. Donc, alors j'ai Gitka qui n'est pas très joli, je vais vous le montrer quand même. Donc vous voyez là, en fait, les points bleus, ce sont mes commits. Et en fait, donc master, c'est la branche qui est là et qui tourne un peu en haut à gauche en jaune là. Et à chaque fois ici, là, c'est des branches que j'ai tirées et qui ont été mergées. D'accord? Donc là, j'ai vraiment toute l'arborescence, toute ma logique de master, de branchement et de merge au fur et à mesure du projet. Qu'est-ce qui fait qu'on ne soit plus en commit, enfin, quand on a activé le commit sur un changement et quand on veut valider ce changement, c'est le merge vers la branche, vers le master, c'est ça? Alors tu veux dire que tu as fait des commits dans tes branches? J'ai fait des changements, je les ai committés. Dans ta branche. Ok. Okay, et tu dis, ok, maintenant c'est bon, j'ai fini mon travail sur cette branche, tout le monde est d'accord. Ouais. Donc tu vas te remettre sur master. Donc tu te remets sur master. Donc, on fait Et un là, check-out. tu fais un check-out sur master et tu vas merger la branche. Donc, c'est le merge. C'est le merge Ce qui va faire que ça crée le commit de merge. Ça crée vraiment ce commit-là, hein, le commit noir ici. Quand on a fait un merge, les changements ne sont plus committés. Alors, quand tu as fait un merge, les commits qu'il y a eu dans la branche, ils sont conservés. C'est ce que je montre avec cette arborescence. Tu vois, ça c'est un commit qui a eu lieu dans une branche. Et le merge dans master conserve en fait le fait que ce merge-là, ce commit a deux parents finalement. Il a le parent qu'il avait sur master et le parent qu'il avait sur la branche. Il a deux antécédents. Ce commit-là, il n'a qu'un parent, c'était celui-là. Celui-là, il n'a qu'un parent, c'était celui-là aussi. Celui-là, il n'a qu'un parent. Par contre, lui, il a deux parents, parce qu'il y a un merge en fait. Après le merge, on peut supprimer la branche sans... Après le merge, effectivement, donc après le merge, en fait, on va nettoyer son repository en faisant un git branch-d, le nom de la branche. On ne va pas perdre les commits, on va juste perdre le label qu'il y avait sur la branche. Et ça, c'est pas très grave. D'accord? Alors, donc là, je vous ai mis dans la presse un petit lien vers un outil graphique qui vous permet de vous entraîner un peu visuellement à comprendre ce qui se passe. Donc là, on va refaire le scénario de la branche. Donc regardez, en fait, ça va me dessiner des ronds au fur et à mesure que je fais des commits. Donc là, je vais faire un commit dans master, donc un git commit. Je vais faire un autre commit, etc. Et puis je décide de travailler dans une branche. Donc là, les branches que j'avais, tout le monde voit, hein, je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Bon, ça a fait disparaître les ronds, donc non, je recommence. Ok. Donc, je fais des commits dans master, voilà. Et à un moment, je décide de travailler dans une branche pour faire une expérimentation. Donc la branche, ça va être, par exemple, j'ajoute un bouton rouge. Donc je crée une branche red button. Je vais faire des commits dans cette branche, voilà. Entre-temps, on me dit, oulala, il y a un bug sur master, vite, faut que tu le fixes. Donc je vais me remettre sur master. Je vais faire un commit sur master. Alors, je me suis pas bien placé. Ok, excusez-moi. Donc, je vais me remettre sur red button parce que là, j'ai raté. Ok. Voilà, donc je fais des commits sur la branche red button, comme ceci. Entre-temps, il y a eu des commits qui se sont faits sur master. D'accord?
Donc si je me place dans master pour merger la branche RedButton, parce que je considère que maintenant elle est bonne et qu'on peut arrêter le développement dessus, je me mets sur master avec git checkout master, et là je peux faire un git merge du nom de la branche. Et là à ce moment-là, vous voyez, ça réconcilie la branche, et je peux faire un git branch-d du nom de la branche pour supprimer le label, mais je ne supprime pas les commits, d'accord, je supprime juste le nom de la branche, et donc je suis prêt à retravailler dans master au fur et à mesure. D'accord, donc là cet outil en fait, il va vous aider un peu à visualiser cet arbre, ce graphe, enfin c'est pas un arbre, c'est un graphe qui se construit au fur et à mesure de vos manipulations de Git. Et c'est ça en fait qui est un peu plus difficile que des outils comme SVN ou Perforce à comprendre. C'est cet outil où vous allez brancher, faire des commits au fur et à mesure et merger. Donc ça c'est le workflow en fait où on va être dans master, on va aller dans des branches pour travailler, on va merger dans master. C'est le workflow de la plupart des startups web actuelles. C'est un workflow qui permet d'aller assez vite, qui permet de tester plein de choses, qui permet surtout, vous vous mettez dans une branche et puis si ça ne va pas, c'est pas grave, vous trachez la branche. Il n'y a pas de souci, quoi. Vous pouvez travailler vraiment sereinement. C'est ça qui est intéressant. Et comment je montre à quelqu'un que le travail que j'ai fait dans une branche, ça c'est via GitHub. C'est le chapitre d'après. Donc là, pour l'instant, on était tout seul sur son ordinateur, sans Internet, on était triste. Donc l'idée, c'est qu'on a envie de collaborer avec d'autres développeurs. Et donc on a envie de justement partager ce code. On a envie de tous les changements qu'on fait là, il faut qu'on les partage quelque part. Pour ça, dans Git, il y a une notion de remote, qui est en fait une notion de serveur distant. Donc vous allez avoir votre repository, donc le dossier dans lequel vous avez fait Git init au début, vous allez avoir envie de le pousser sur un serveur quelque part sur Internet pour que les gens derrière puissent récupérer les changements. Donc vous avez une logique où vous voulez pousser vos changements et vous voulez récupérer les changements des autres. Donc là, les mots sont importants. Donc on a tout d'abord besoin de configurer justement ce serveur et là on va commencer à utiliser GitHub. D'accord ? Donc ce qu'il faut faire quand vous avez un projet Git que vous avez créé localement et que vous voulez partager avec d'autres développeurs, c'est commencer par créer un repository sur GitHub. Donc pour ça, je vais aller sur le site github.com/new. Donc je suis logué en tant que mon utilisateur et je vais créer le repository hi pour dire, ou hello, allez, hop, hello, pour dire bonjour. D'accord ? Donc je le crée ici. Par défaut, il est public. Donc c'est-à-dire le code que je fais par défaut est open source. Donc si vous avez des projets pour lesquels vous ne voulez pas partager le code avec le monde entier, mais juste avec quelques personnes, vous devez créer un repository private. Mais dans ce cas-là, vous devez payer sur GitHub. Donc c'est ça leur business model, c'est que l'open source c'est gratuit, mais le closed source c'est payant sur l'hébergement. Donc là on crée un dossier public, parce que finalement c'est pas très important le code qu'on fait ce soir. Je crée le repository, et donc là le repository est prêt, et là GitHub me donne comment pousser un repository existant avec la ligne de commande. Je suis dans ce cas-là parce que j'ai déjà créé un repository sur mon dossier, et donc je vais exécuter cette ligne-là, qui est l'ajout d'une remote, qui est l'ajout d'un serveur sur lequel je vais pouvoir pousser. Donc on va faire ça tout de suite. Alors j'ai mal copié. Donc je fais mon git remote add origin. Je peux vérifier que j'ai bien une remote disponible avec la commande git remote-v. Et ça me permet en fait de faire quoi? De faire un git push. Donc je vais pousser mon code, je vais envoyer mon code. Git push, ça prend deux arguments. Le premier, c'est où est-ce que je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer sur origin, qui est le nom de mon serveur par défaut. En fait, c'est une convention dans Git pour dire je pousse sur GitHub. Et on dit quelle branche je pousse. Donc là, en l'occurrence, je pousse la branche master. Et donc, si jamais j'étais dans une autre branche que master, je pourrais très bien pousser une autre branche pour partager une autre branche avec un autre développeur. On va se mettre dans ce cas-là après. Donc je fais un git push origin master. Donc là, à ce moment-là, Git va envoyer à GitHub mon code, ce qui fait que si je retourne... Alors j'étais où? Ouais. Si je retourne sur mon repository sur GitHub et que je rafraîchis la page, cette fois, au lieu de voir les instructions d'installation, j'ai mon code. OK ? Et vous voyez, j'ai bien mon fichier index.html qui est là. Si je clique dessus, il y a bien tout le contenu en fait, de mon fichier. Si je me place sur le repository et que je clique sur... Là, je vois que j'ai fait 8 commits en fait, dans ce projet. Donc je vais cliquer sur ça et je vais voir en fait tout l'historique qu'on a fait depuis tout à l'heure. Je peux voir chaque changement individuellement, ce qui a été changé. Donc pour l'avant-dernier commit, par exemple,
Vous voyez que j'avais changé hello en hi. Ok, donc là, vous avez une interface web finalement au-dessus de Git qui vous permet de naviguer simplement dans un projet, dans du code. J'ai également des outils assez avancés. Donc à droite, là, vous voyez, il y a un onglet graph. Quand je vais dessus, vous avez l'onglet network qui va vous visualiser master et les différents branchements qui se sont passés. Donc là, en fait, c'est la même vue que mon outil graphique de tout à l'heure, mais tourné de 90 degrés. Donc vous avez, chaque point représente un commit. En noir, c'est la branche master, et vous voyez, on avait tiré une première branche, c'était la branche green background, et on avait tiré une seconde branche, une branche où on changeait le texte, hello en bonjour. D'accord? Donc là, en fait, vous voyez un peu l'évolution de votre projet graphiquement. Voilà, donc notre code est sur GitHub, donc maintenant, il n'est plus uniquement sur mon ordinateur, il est aussi à distance. Donc du coup, je viens de déjà faire la première commande qui était de faire un push, ok, et pour récupérer le code des autres, si jamais d'autres personnes à qui je donne accès au code font des push, à votre avis, je dois faire quoi comme commande? Alors c'est pas get, c'est pull, ouais, c'est ça. Donc on va tirer les changements en fait. Donc vous avez le push qui envoie tous vos commits de la branche sur laquelle vous avez fait git push origine le nom de la branche, et vous avez la commande pull qui récupère les commits des autres. D'accord? Donc c'est là où on commence à voir qu'on va pouvoir travailler avec d'autres personnes, qu'on va avoir un serveur qui va finalement partager nos changements sur le code. Est-ce que c'est clair ça? Alors, là pour l'instant on a fait de la ligne de commande, parce que c'est un moyen rapide d'utiliser Git, et ça permet de bien comprendre les différents concepts, comme le commit en 2 étapes, avec l'ajout puis le commit. Ça permet de comprendre les concepts de branche également. En fait, depuis à peu près un an, GitHub a développé une application desktop pour faciliter, en fait, pour des gens qui sont moins développeurs, l'apprentissage de Git, et que vous pouvez récupérer soit sur mac.windows.com, soit sur mac.github.com, soit sur windows.github.com. Donc je l'ai installé. Vous pouvez l'installer également si vous voulez. Donc vous pouvez faire du Git dans la ligne de commande ou dans cette application. Je vais vous présenter un petit peu le travail avec cette application comme on a fait jusqu'à présent. Donc, je vais placer ça à la place de mon terminal. Je vais ajouter donc, un repository. Donc, ce que je vais faire, c'est juste je vais glisser le dossier, mon dossier hi, dans l'application GitHub, comme ceci. Voilà. Et donc, normalement, il récupère tout mon historique. Donc voilà, donc vous voyez l'application GitHub, il a également l'historique qui est ici. Et si je regarde les changements actuels, c'est l'équivalent du git status, j'ai pas de changement. Donc si je fais des changements sur mon code, donc, on pourrait faire quoi? On pourrait remettre hi comme texte. Là, vous voyez, il a détecté mes changements, donc c'est équivalent à faire un git status. Et il me montre, pour le fichier index.html, ce qui a changé. Là, vous voyez, je peux préparer un commit en sélectionnant quel fichier je veux inclure dans mon commit. Donc là, le fait de cocher ou décocher, c'est équivalent à l'étape git add, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, je vais vouloir faire un commit de mon fichier index.html, donc je dois cocher cette case. Et ensuite, je vais décrire mon commit, donc là, c'est l'équivalent du message. Donc en plus, là, le message, il est un peu plus élaboré pour eux, puisque c'est comme un email, il y a un titre et un corps de message. Donc là, on va dire qu'on remet la string hi. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur commit, ce qui est équivalent à faire le git commit. Et donc là, vous voyez, il me met que j'ai des commits qui ne sont pas synchronisés, qui n'ont pas encore été pushés en fait, sur GitHub. Effectivement, si je vais sur le site de GitHub, vous voyez, je rafraîchis la page, j'ai toujours que 8 commits. Je n'ai pas encore le 9e commit qui est uniquement sur mon ordinateur. C'est désynchronisé en fait. Donc à ce moment-là, en haut à droite, j'ai la petite icône Publish. Donc je peux cliquer sur Publish, et ça c'est équivalent en langage Git à faire un Git push. Donc là, j'ai fait le Publish, le Git push, je rafraîchis la page, et là vous voyez, j'ai bien le commit que j'ai fait il y a 38 secondes, là, bonjour en hi, qui vient d'apparaître. D'accord? Donc j'ai bien 9 commits sur mon repository. J'ai bien poussé mes changements. D'accord? Donc là, l'application en graphisme, enfin disons sans ligne de commande, ça permet, si vous avez une équipe où il y a des développeurs et des designers, et les designers sont vraiment allergiques à la ligne de commande, pas tous, mais il y en a quelques-uns, vous pouvez toujours leur donner ça, et dans ce cas-là, vous pouvez les laisser travailler aussi sur les fichiers HTML et CSS avec le même workflow que les développeurs. Il n'y a pas besoin
d'avoir un workflow différent. Tout le monde peut travailler avec Git grâce à ce genre d'outils plus accessible, qui vous donne donc les changements, le Git status, la liste, donc le Git log, tout l'historique, les différentes branches. Vous pouvez créer des branches à partir de l'application, ici, et différents settings. Voilà. C'est pas un onglet très intéressant. Alors l'avantage de la ligne de commande, c'est que tu vas plus vite en fait. Mais encore une fois, pour quelqu'un d'expérimenté. C'est-à-dire qu'une fois que les concepts sont vraiment bien compris et que du coup tu es à l'aise avec les différentes commandes, tu vas vraiment 10 fois plus vite, quoi. Voilà, c'est l'intérêt de la ligne de commande. C'est que c'est un outil rapide qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources, alors que tout de suite quand on lance une application, ça fait une fenêtre de plus d'ouverte, etc. Donc c'est des choses qu'on préfère utiliser le moins possible en fait. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de goût et de préférence. Si vous préférez être sur l'application et que vous arrivez bien à utiliser les Git, il n'y a pas de souci. Ok, donc on va parler de GitHub un peu plus profondément maintenant. J'ai mis un petit lien sur l'Octodeck, hein, si vous allez voir, ils s'amusent bien chez GitHub, ils font le logo à toutes les sauces, quoi. Donc l'Octodeck, c'est pour le Pokédeck, hein, c'est la liste de toutes les icônes dans différentes sauces. Donc voilà, c'est assez rigolo, ils ont pas mal d'argent et de temps. Donc voilà, pour aller voir, c'est mignon. Donc prenons une page de repository et disséquons-la un petit peu. Donc on va prendre la page du repo Le Wagon Surfcamp, qui est en fait le site web qu'on avait fait pour le Surfcamp de septembre. Si on regarde ce qu'il y a, donc je vous ai déjà montré, on peut regarder tous les commits qui se sont passés sur ce repo. Donc là j'en ai 81. Si je clique dessus, vous voyez qui a travaillé dessus. Voilà, donc on était 2, je crois qu'il y a d'autres personnes, il y a Boris aussi qui a travaillé. Donc vous avez un peu tout l'historique. Bon, après, les messages, ça peut être marrant à relire quelques mois plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour les commits. Vous avez les branches, donc les branches en cours qui ont été pushées. Alors, vous avez des releases, ça, c'est si jamais vous avez un logiciel pour lequel vous voulez proposer des téléchargements à vos utilisateurs, c'est possible. Et vous avez les contributeurs, donc ça liste en fait les personnes qui ont travaillé sur le projet. Et ça liste aussi en fait leur volume de travail en termes de commits et de lignes ajoutées. Donc ça, c'est pour l'aspect, la barre de navigation en haut. Alors bien sûr, vous pouvez vous balader dans les fichiers. Donc, par exemple, si je clique sur baoud.md, je vais avoir le fichier baoud.md qui est ici. Je peux me balader dans les dossiers. Donc vous pouvez vraiment vous balader dans l'arborescence du projet dans le navigateur. Donc ça, c'est assez pratique pour explorer du code, explorer le code des autres. À droite, vous avez Issues. Donc Issues, c'est une façon de rapporter des bugs. En fait, il y a un bug tracker inclus pour chaque projet. Donc si jamais vous avez un projet avec plusieurs et que vous voulez faire un peu de gestion de projet avec des bugs, vous pouvez les ajouter ici. Il y a un système de labels, de tags, un système de milestones, etc. Donc c'est assez complet, c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a un wiki également si vous voulez faire de la documentation sur votre projet. Il y a les graphiques. Donc les graphiques, si on regarde un peu plus, donc il y a les contributeurs, donc les gens qui ont travaillé sur le projet au cours du temps. Il y a le trafic. Donc ça, c'est en fait, ça vous montre les statistiques un peu Google Analytics du GitHub, c'est-à-dire ça vous montre qui est venu voir votre projet et d'où il venait en fait. Donc là, vous voyez, il n'y a pas trop de gens qui viennent voir ce projet-là. C'est triste, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez voir pour les commits en fait dans le temps ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez un peu l'intensité de travail dans le temps. C'est des choses qu'on peut regarder quand on est un peu avancé. Là, c'est le nombre de lignes ajoutées au cours du temps. Donc ça, c'est des statistiques que les développeurs aiment bien regarder. La punch card, donc là, ça c'est, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais disons que ça montre en fait pour chaque jour et chaque heure le nombre de commits. Donc là, vous voyez, on a beaucoup travaillé le dimanche soir. Voilà, c'est ça que ça vous montre. C'est des statistiques rigolotes, quoi. Le network, j'ai déjà montré tout à l'heure, ça vous montre en fait. Donc là, c'est un projet qui a 80 commits, donc il y a quand même beaucoup plus de choses. Donc vous voyez, il y a eu différentes branches au cours du temps qui ont émergé, qui ont été rapatriés dans master. Et vous voyez, il y a beaucoup de commits dans master, ce qui n'est pas une bonne pratique, mais on l'a fait quand même. Normalement, on est censé tout le temps travailler dans une branche. Et enfin, vous avez donc les membres. Et donc ça, c'est le réseau de fork dont on va parler après. Donc ça, c'est vraiment pour disséquer une page projet GitHub. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. N'hésitez pas à fouiller. Alors en haut à droite, vous avez star et fork. Star et fork, en fait, c'est des indices, des indicateurs de la popularité de votre projet par rapport à la communauté open source. Donc là, ce projet-là, il n'a aucun intérêt au niveau open source, c'est juste un site web. Par contre, si je prends Rails, donc Rails, tout le code Rails, donc le framework web est hébergé sur GitHub.
c'est une autre histoire. Regardez, vous voyez, on a 23 443 stars. C'est-à-dire qu'il y a 23 443 utilisateurs de GitHub qui ont cliqué sur star, donc qui ont mis ça en favori. Et en fait, c'est une façon que les développeurs ont de bookmarker un peu les projets qu'ils utilisent et de montrer un peu leur support au projet open source. Alors à quoi ça sert ça? C'est quand vous êtes développeur, vous codez pas tout seul. Vous avez besoin d'utiliser des librairies open source pour aller beaucoup plus vite en fait. On ne réinvente pas la roue en permanence. Et donc, en général, ces outils sont open source et en général, ils sont hébergés sur GitHub. Donc le fait d'aller voir sur GitHub le nombre de stars, ça va vous permettre d'évaluer la popularité d'un projet et ça vous permet d'évaluer un peu si ça vaut le coup d'utiliser ce projet-là plutôt qu'un autre. Donc quand je dois décider si je choisis la librairie A ou la librairie B, qui d'après leur documentation font la même chose, je vais aller sur GitHub et je vais regarder plusieurs éléments. Et un des éléments que je regarde, c'est le nombre de stars. Et le nombre de stars, en fait, c'est un peu la popularité. Et je vais avoir tendance à choisir le plus populaire. C'est un peu comme au lycée, quoi. Prendre le plus populaire parce qu'il a plus de chances d'être maintenu dans le temps. Alors que celui qui est moins populaire, il a plus de chances d'être abandonné. Et si j'ai une dépendance de librairie abandonnée dans mon code, j'ai un problème. D'accord? Donc, quels sont les autres critères, à votre avis, qu'on peut utiliser pour juger si ça vaut le coup d'utiliser la librairie A ou la librairie B d'un projet open source? Alors, les forks. Effectivement, les forks, on va voir après ce que c'est. Les forks, c'est quoi? C'est moi, si je veux contribuer sur Rails, je vais devoir forker le projet, c'est-à-dire je vais devoir tout copier chez moi pour pouvoir travailler dessus, parce que je n'ai pas le droit de travailler directement sur Rails, heureusement. Je ne peux pas faire des changements sur les librairies que je veux. Donc, je vais forker, je vais faire des modifs, et je vais reproposer mes modifs à la communauté, aux mainteneurs en fait, du projet open source, qui vont ou pas l'accepter. Donc le nombre de forks, c'est le nombre finalement de personnes qui ont fait la démarche d'essayer de travailler sur le projet. Ça ne veut pas forcément dire que tous les gens qui ont forké ont du code qui sont dans ce projet-là, mais au moins c'est le nombre de gens qui ont essayé. Donc là, vous voyez, on a presque 9000, donc c'est quand même un gros paquet de gens, quoi. Donc là, le projet vaut sans doute le coup d'être utilisé. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres métriques qu'on pourrait utiliser? Alors, le nombre de commits, effectivement. Alors, le nombre de commits en tant que tel, il n'a pas forcément d'impact. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de voir quel est le dernier commit. Genre, qui a travaillé en dernier sur ce projet. Et là, vous voyez, 7 minutes. Donc, c'est quand même très récent. Si vous arrivez sur un projet open source et le dernier commit, c'est il y a 3 ans, bah, c'est pas terrible. Ça veut dire que bon, bah, le gars, il est parti en vacances, il ne travaille plus sur ça, il l'a abandonné. Bref, il ne faut pas l'utiliser. Par contre, un projet, ça fait 7 minutes. Ça dit deux choses. Soit ça dit que le truc est vraiment super jeune, donc faites gaffe si vous l'utilisez. Soit ça dit que bah, c'est juste un projet vivant qui reçoit en permanence des contributions open source. D'accord? Donc ça, vraiment, le commit, c'est un peu la métrique qui nous donne l'état de santé du projet. Alors le nombre de branches, ça ne parle pas vraiment, le nombre de releases, etc. Et le nombre de contributeurs, ça c'est assez intéressant. Ça, en fait, là vous voyez que Rails, il a 2444 contributeurs différents. Ça veut dire que le projet open source, la librairie Rails, a été créé par 2444 personnes. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Le projet a 10 ans. Au début, c'était un gars tout seul. Après, ça a été des gars dans son équipe. Et là, maintenant, c'est 2440 personnes. Alors, tous n'ont pas contribué à valeur égale, bien sûr. Il y en a, ils ont juste une ligne avec leur nom. Il y en a, ils ont des milliers de lignes. Mais en tout cas, ça vous donne la puissance de l'open source quand on arrive à ce genre de chiffres, en fait. Parce que là, ces gens-là, ils ne se connaissent pas, hein, globalement. Ce n'est pas les employés d'une société. Ce n'est pas Microsoft et ses 2000 employés qui ont travaillé sur ce projet-là. C'est vraiment des gens partout dans le monde qui ont fait la démarche de travailler sur ça. Donc ça, ce chiffre-là, il est assez révélateur aussi de la complexité et de l'impact d'un projet. À droite, vous avez le nombre de issues. Alors ça aussi, c'est un critère que j'aime bien regarder. Si j'arrive sur un projet, il y a 1000 issues en cours, pas terrible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui reportent des bugs et personne ne les fixe, quoi. Parce qu'ils sont pas fermés, quoi. Donc là, en l'occurrence, 322 pour Rails, ça peut... C'est numéro en cours, là? C'est en cours. Actuellement, il y a 322 bugs ouverts sur Rails. Ça peut paraître gros, mais quand on compare ça au nombre de commits et au nombre de gens, c'est quand même assez faible. Il faut toujours regarder les ratios, hein. Les chiffres en tant que tels, ils n'ont pas de... le screencast a planté, c'est pas cool. Bon, je regarderai ça après. Donc,
Ça, c'est pour disséquer la page de repository. Normalement, j'ai fait le tour. Vous avez des questions sur cette page? Vous aviez déjà vu des pages de projet GitHub précédemment? Oui, vas-y. Alors, pull request, en fait, ça va lister les pull requests. Je vais expliquer ce que c'est une pull request, parce que là, comme ça ne va pas vous parler. Mais ça liste les pull requests. Je vais en parler juste après. Une autre question? Oui, j'avais une question, mais plutôt sur ce que tu as dit avant, Oui. sur les branches, en fait. Dans un projet réel, combien c'est viable d'avoir deux branches en parallèle par rapport à un même master? C'est infini? Ça dépend des machines? Ça dépend de... En fait, il n'y a pas de limite théorique imposée par l'outil. Par contre, en pratique, ce qu'on fait, c'est on fait une branche par fonctionnalité. Et une fonctionnalité, en Agile, ça va représenter une histoire utilisateur, une user story. Et donc, une user story, ça représente maximum 1 ou 2 jours de travail. Donc, en gros, on va avoir une branche par fonctionnalité et on s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que si on a 10 développeurs dans l'équipe, il y aura en général une dizaine de branches en parallèle. Et ce qu'on veut, c'est que les branches ne s'éternisent pas. C'est-à-dire que s'il y a une branche qui est ouverte depuis 1 mois, il y a un problème. Et c'est très dangereux parce que si on a divergé depuis longtemps, quand on va merger, il y aura eu tellement de changements que l'outil n'arrivera pas à réconcilier tous les changements. Donc l'idée, c'est vraiment, je tire la branche, je travaille dessus, et normalement, 48 heures plus tard, la branche n'existe plus, elle a été mergée. Alors il y a des exceptions toujours partout, mais ça, c'est un peu la règle qu'on doit avoir. C'est une branche, une fonctionnalité, et on ne s'amuse pas à tirer une branche et coder 25 trucs dedans, et la merger dans 2 semaines. Parce que ça, c'est la recette pour avoir des soucis dans son code, quoi. Et des conflits partout. Donc vraiment, l'objectif, c'est minimiser les conflits. Donc faire des branches, des changements les plus incrémentaux possibles, et merger master le plus souvent possible. Donc une page profil, c'est assez révélateur de ce que fait un développeur, et si vous voulez collaborer avec des développeurs, etc., pour comprendre un peu ce qu'ils ont fait, leur parcours, etc., ça peut jouer le rôle un peu de portfolio. Alors c'est un peu biaisé parce que ça ne représente pas tout son travail, mais disons qu'au moins vous pouvez un peu fouiller dans ce qu'il a fait, ça peut être intéressant. Donc là, Chris Van Straat, c'est un des cofondateurs de GitHub, donc, qui a écrit pas mal de code depuis. Et donc là, vous voyez différentes infos sur lui, vous voyez le nombre de projets sur lesquels il a fait une star, le nombre de personnes qui suivent ce développeur. Donc c'est un peu comme Facebook, il y a un système de murs interne où vous voyez les développeurs que vous suivez, ce qu'ils font, s'ils font des projets, s'ils reportent des issues, etc. Vous voyez en fait les projets qu'il a créés qui sont populaires. Donc là, c'est par exemple jQuery PJAX, c'est un projet à lui. Donc si je clique dessus, vous allez voir qu'on est dans Defunct jQuery PJAX. Et il a reçu presque 10 000 stars, donc c'est vraiment un projet très aimé de la communauté. Et à droite, vous avez les projets pour lesquels il a beaucoup contribué, mais qui ne lui appartiennent pas. Donc ça vous montre un peu les projets sur lesquels les développeurs travaillent. Là, vous avez les contributions publiques, donc ça fait un petit historique des derniers 365 jours des commits publics et des différentes activités sur GitHub. Et à gauche, vous avez les organisations auxquelles ils appartiennent. Donc là, cette page profil, finalement, quand vous voulez avoir des infos sur un dev, c'est une bonne façon de savoir un petit peu ce sur quoi il a travaillé. De plus en plus, les développeurs mettent sur GitHub leurs projets open source pour faire valoir des portfolios finalement. Et il y a de plus en plus aussi d'annonces qui demandent un profil GitHub pour tester les développeurs. Quand on recrute un dev, une chose difficile à faire, c'est de bien évaluer sa capacité à bien développer. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. Il y a des développeurs qui développent plus ou moins bien. Et donc, vous connaissez peut-être le processus que Google avait jusqu'à récemment, qui était de faire passer entre 7 et 10 entretiens techniques. Donc, c'est au tableau avec des calls d'informatique, finalement. C'est genre, donc, pendant 1 heure, il y a un ingénieur de Google qui va poser des questions, et donc la personne au tableau va devoir résoudre les questions. Donc ça va être des questions d'algorithmique, des questions de logique, des questions, etc. Et ça, en fait, ils font ça pour tester la façon de raisonner et la façon de coder. Le problème de ces tests, c'est qu'ils se sont aperçus que ça ne marche pas. C'est-à-dire, certes, ça détecte que les gens savent résoudre des devinettes, mais ça ne se translate pas forcément en bonnes compétences de développeurs. Donc finalement, maintenant les startups aiment bien faire, c'est prendre les gens plusieurs jours chez eux, leur donner accès au code et leur dire bon bah voilà, tu vois, j'ai 15 bugs à fixer d'ici mercredi, à toi de jouer, quoi.
et pour vraiment tester en conditions réelles le développeur comment il réagit. Et finalement, aller voir les projets dans lesquels il a travaillé, voir s'il est soigné dans ses commits, s'il est soigné dans son code, s'il a écrit des tests, etc. Ça permet de voir clairement ce qui est produit par le développeur. Donc le profil GitHub, finalement, c'est une bonne arme pour avoir des informations supplémentaires quand on est dans un processus de recrutement. Ça ne doit pas être la seule arme. Il y a des développeurs qui n'ont pas de profil GitHub parce qu'ils ont toujours travaillé en closed source, qui ont travaillé dans des boîtes qui ne voulaient absolument pas faire d'open source. Donc le gars, il n'a pas de profil GitHub parce qu'il n'a pas pu contribuer à des choses où le code peut être ouvert. Donc il ne faut pas le recaler à cause de ça. Mais disons que les gens qui ont eu la chance de travailler sur de l'open source, c'est un bon moyen de voir qu'effectivement leur code est correct, ils ont des bonnes compétences, quoi. Alors en fait, pour les tests, c'est des sujets orthogonaux finalement, c'est-à-dire que GitHub, c'est une couche web au-dessus de Git, c'est-à-dire que ça permet de naviguer dans un projet Git par le navigateur web, et donc pas par la ligne de commande ou un outil spécifique. Mais des tests, c'est quelque chose qui appartient au code. Donc GitHub va visualiser les tests, parce que c'est du code qui est dans l'arborescence du projet, mais il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de spécial au test par rapport à GitHub, quoi. C'est juste du code finalement, les tests. On va parler de pull request. Donc là, je vais mettre dans le contexte d'une équipe qui travaillerait sur le même repo GitHub et qui aurait le droit en fait de travailler dessus. Donc je vais un peu m'expliquer sur ça. Prenons mon projet S-Saunier, alors pas ça, Hello, Hi. Voilà, non, c'était Hello le nom du projet? Je sais plus. Ouais. Donc là, en fait, pour l'instant, je suis le seul à pouvoir travailler sur ce projet. Si jamais je vais dans les settings, vous voyez là, j'ai un onglet collaborateur. Alors du coup, il me demande mon mot de passe. J'ai un onglet collaborateur dans lequel je peux ajouter des gens qui peuvent travailler aussi sur le projet. D'accord ? Ça va permettre en fait à différentes personnes de travailler sur le même projet. Donc là, imaginons que j'ai ajouté quelqu'un et qu'il peut travailler. Donc là, je vais jouer le rôle des deux personnes. Je suis sur mon projet Hello. J'ai envie de mettre la page en rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc vous vous souvenez, une branche red background. Je vais me placer dessus avec la commande checkout. Voilà, je suis dessus et je vais modifier mon code pour mettre du rouge. Donc le rouge, on va aller le choper ici. On va prendre celui-là. Voilà. Ah, putain. Voilà, donc là, il a copié. J'ai bien mon code. Je peux vérifier que ma page est bien en rouge maintenant. Voilà, c'est parfait. Allez, je vais arrêter un peu la ligne de commande pour vous montrer le logiciel directement. Donc là, j'ai bien mon fichier qui a été changé. Je vais mettre donc que c'est un red background, faire mon commit et publier. Donc là, j'ai fait un commit dans une branche. Vous voyez en haut à gauche, il y a bien écrit red background. Je suis dans la branche red background. Je suis désolé pour l'affichage, il est un peu crade. Je ne sais pas si on peut améliorer ça. J'ai l'impression que ça doit être le câble. Ok, donc je vais me placer sur GitHub. Et l'idée, c'est que j'ai un changement dans Red Background. La branche vient d'apparaître ici. Si je regarde mon graphe, donc ma structure de commit, alors là, je ne le vois pas encore. Voilà, donc là, vous voyez, il y a une branche qui a été tirée de master. Et donc, comme je suis content de ma couleur, j'aimerais bien merger dans master. Pour l'instant, on a vu comment faire pour merger une branche dans master, c'était quoi? C'est ça, donc on se plaçait en ligne de commande chez soi, on faisait un checkout master, on se mettait sur master et on tirait la branche et ça crée un nouveau commit. Ok, donc ça c'est une façon de faire. Ce qu'on aime bien faire quand on est dans une équipe de développement, c'est faire ce qu'on appelle des code reviews, donc des revues de code, où en fait, au lieu de faire un merge directement, on va demander à notre équipe de relire notre travail. Un peu comme un journaliste va faire relire pour les fautes d'orthographe, ou etc. On veut faire relire son code pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises. Et ça, on va utiliser GitHub pour le faire. Donc c'est une solution parmi d'autres. Hein. Et là, on va utiliser GitHub et on va utiliser le système de pull request. Une pull request, c'est quoi?
c'est un truc où moi, en tant que développeur A, je vais dire au développeur B de mon équipe, est-ce que tu peux regarder, et si tu es content, tu vas faire le merge. C'est toi qui valide mon changement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pull request. Donc là, vous voyez, en fait, il est prêt à créer une pull request de la branche red background dans master. Donc là, ma pull request, c'est comme un mail à un collègue, je dirais hello. Donc là, est-ce que quelqu'un a un compte GitHub ici? Ouais, c'est quoi ton pseudo? RUL. Ça? Oh, excuse-moi, Ronnie. Ronnie Run, ok. Donc là, je peux te dire, pourrais-tu regarder mon code STP, voilà. Hop, je fais créer la pull request. Donc là, à ce moment-là, je vérifie juste, ouais, ça marche. Donc à ce moment-là, il a reçu un mail. Il peut se rendre sur cette page, que je t'invite à faire, et regarder cette pull request. Il peut visualiser les commits qui ont eu lieu dans la branche. La branche, je vous rappelle, qui s'appelle Red Background. Et il peut voir effectivement les changements dans mon code. Donc là, il a une version du diff où il voit en rouge ce qui a été changé, en vert ce qui a été ajouté. Et GitHub récemment a ajouté une vue splittée, c'est-à-dire il met à gauche l'ancien fichier et à droite le nouveau. Donc là, vous voyez à gauche, il y avait une couleur de ECC71 et là, E74C3C. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est au niveau de la ligne, il peut ajouter des commentaires. Donc là, ce que tu peux cliquer sur le plus à gauche. Donc il peut vraiment dire, bon bah là c'est bien, là c'est pas bien, etc. On peut vraiment ligne par ligne en tant que développeur apporter du feedback à son collègue dans le but en fait d'améliorer le code, de corriger un bug qu'on verrait juste en relisant le code, bref, plein de raisons pour lesquelles on fera un commentaire. Donc là, je vais attendre que tu aies fait un commentaire. Ça y est? Alors je ne sais plus si GitHub rafraîchit automatiquement ou pas. Tu as fait un commentaire sur quelle ligne? Ah, en fait, donc là tu as fait un commentaire sur la discussion globale. Aussi, mais juste dans le code aussi. Dans le code aussi? Ouais. À la ligne 9. Ok, donc là il y a juste un petit bug sur GitHub. Voilà. Donc là vous voyez, ça affiche dans le code les commentaires. Et là je peux lui répondre. Je peux lui répondre des choses. Je peux lui répondre même des trucs un peu plus complexes comme du code. Donc là je vais lui dire, j'aurais pu aussi ajouter, je sais pas, un color red comme ça. Et là vous voyez que ça va formater correctement. Alors c'était pas ça la bonne syntaxe. Ça va formater en syntaxe highlighting. Je suis fatigué ce soir. Le code, voilà, vous voyez. Donc là, en fait, on peut vraiment avoir une version texte assez riche dans les commentaires pour travailler autour du code. Et donc, une fois qu'il est content de mon travail, il peut lui-même merger le code. Et pour ça, il y a un gros bouton vert là, Merge Pull Request, et c'est ça qui va faire le rôle du checkout master et le merge de la branche dans master. Donc là, lui, il ne voit pas le bouton parce que je ne l'ai pas ajouté comme collaborateur à mon projet. Donc je vais jouer son rôle, je vais cliquer sur le bouton, mais normalement, dans les équipes, on essaye de dire on ne merge pas ses propres pull requests. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans ma branche, toi, tu relis, et si tu me valides mon travail, tu merges. Mais moi, ce n'est pas moi, développeur, auteur de mes changements, qui vais faire mon propre travail de validation. D'accord ? C'est la règle qu'on essaye de se donner, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas l'outil qui l'impose. Vous voyez, je peux moi-même cliquer sur merge. Mais c'est une règle qu'on aime bien se donner pour un peu forcer les gens à se relire. Donc là, je clique sur le merge, je confirme. Ensuite, je peux supprimer ma branche que j'en ai plus besoin, elle a été mergée. Et là, vous allez voir, je vais retourner sur le projet. Je vais aller voir le network. Et donc, le network, vous voyez, là, j'ai mon red background qui a bien été mergé dans master par la pull request. OK ? Et donc là, la boucle est bouclée. Je peux me remettre sur master. Et donc là, je n'ai pas encore le commit de merge qui s'est passé sur GitHub. Donc j'ai besoin de le rapatrier chez moi pour pouvoir continuer à travailler avec un git pull pour récupérer en fait, les changements de la pull request. D'accord ? Et donc là, c'est bon. J'ai fait une contribution de bout en bout d'une fonctionnalité au sein d'une équipe grâce à une pull request et grâce à une revue de code. En fait, moi, je veux juste pouler les changements sur master et je m'en fiche des branches des autres. D'accord ? Les branches des autres, c'est leur problème. Tant qu'elles ne sont pas mergées,
j'ai pas à m'en occuper. Maintenant, peut-être ta question, c'est de dire, est-ce que tu veux pooler, est-ce que tu veux récupérer une branche d'un autre développeur pour aussi travailler dessus? C'est possible. Donc dans ce cas-là, en fait, en général, on fait plutôt un git fetch qui va rapatrier sans faire les avances de commit. On va pouvoir lister toutes les branches et pouvoir se déplacer dans la branche d'un collègue. Et également faire des pushes. Donc en fait, vous pouvez partager une branche avec des collègues. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'il y a des risques de collision. En général, en fait, un développeur, quand il est sur une tâche, il est sur une tâche tout seul. Il n'est pas sur une tâche à 15. Donc en fait, il est seul sur sa branche. La pull request, tant qu'elle est ouverte et pas mergée, les commits vont s'ajouter. C'est-à-dire, imagine, je vais me mettre dans une autre situation. Je crée une branche black background. Enfin, white background plutôt. Voilà, je me mets dessus. Je vais mettre mon fond en blanc. Voilà. Et dans ce cas-là, le fond en blanc, ça fait que le texte est en blanc, on ne voit rien. Ok, mais je fais ça intentionnellement. Je vais faire un commit dans cette branche. Donc je vais mettre un white background. Comme ça, je publie. Je retourne sur GitHub pour ouvrir une pull request. Donc vous allez voir qu'automatiquement GitHub me détecte ma branche. Je peux créer la pull request directement. Donc là, je vais dire white background. Je crée la pull request. Et à ce moment-là, ce que va faire mon collègue, c'est me dire que j'ai fait du blanc sur blanc, donc c'est pas lisible. Donc vas-y. Merci pour ta contribution à cette présentation. C'est quoi le git fetch? Le git fetch, ça sert juste à rapatrier les changements du serveur distance sans faire avancer sans faire les merges, sans faire avancer les branches. C'est utile si jamais on veut travailler sur la branche de quelqu'un d'autre, en fait, en général. Sans faire les merges, en fait. Le pool fait un fetch puis un merge. Ça y est, là, t'as... Donc j'ai rien reçu en fait. Ah, mais c'est pas grave, tu peux aller sur la même URL que tout. Tu veux que je te mentionne? Je vais dans Hello et après je vais où? Là j'ai que Red Background en fait. Je me souviens plus, c'était Ryan, quoi. Ah, Ronnie, pourquoi Ryan? Je suis con, désolé, hein, je suis fatigué. Hop. Donc vas-y, tu mets le commentaire. Donc il met le commentaire en disant que je suis un peu débile parce que j'ai fait du blanc sur blanc. Donc là, à ce moment-là, je dis « Ah oui, mais t'as trop raison. C'est du blanc sur blanc. » Donc ce que je vais faire, c'est que je reste dans ma branche et je fais le changement. Donc je vais mettre mon texte cette fois en gris. Donc un gris comme ça. Voilà. Je rafraîchis, c'est vrai que c'est un peu mieux. Je peux faire un commit. Donc je suis toujours sur ma branche white background. Et donc là, je vais mettre gray text. Comme ça, je commit. Je pousse mes changements et je pousse mes changements sur la même branche. Donc ça veut dire que ma pull request, elle est mise à jour. Et vous voyez, j'ai 2 commits maintenant de ma pull request parce que je suis resté sur la même branche. Ok? Donc comme ça, en fait, il y a un processus itératif où le développeur qui me relie va me dire bah, il y a des erreurs là, 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 là. Moi, je fais mes changements, je repush ma branche et je lui dis bah, c'est bon, est-ce que tu peux re-regarder? Et ça, on fait ça n fois jusqu'à ce que le développeur soit content et in fine va cliquer sur merge. D'accord? Et donc là, on merge, pouf, c'est fait, on peut delete la branche. Et si on va voir le graphe du network, bah cette fois, vous voyez, on avait tiré une branche dans laquelle on a fait 2 commits avant qu'elle soit remergée dans master. Il y a eu un premier commit sur lequel j'ai mis le background en blanc et un deuxième commit sur lequel j'ai mis le texte en gris. Donc ça, c'est le workflow de collaboration sur le GitHub où tous les gens ont la permission de cliquer sur le gros bouton merge pour résumer, quoi. Où ils ont tous la permission de modifier le code. Maintenant, imaginons que j'ai trouvé un bug dans Rails. Allez, soyons fous. Donc j'ai trouvé un bug dans Rails et j'aimerais bien soumettre un patch à Rails pour fixer le bug. Comme ça, tout le monde peut bénéficier du fixe. Okay, donc ce que je vais faire, c'est comme je ne peux pas créer de pull request et coder dans Rails, je vais créer un fork d'abord. Donc je clique sur fork et là, à ce moment-là, je vais cliquer sur mon nom et vous voyez, il a copié Rails chez moi. Donc là, j'ai le projet Estonie/Rails qui a été forké, en fait, qui a été cloné finalement. Enfin, c'est pas cloné, c'est vraiment forké le terme, depuis le projet Rails. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais
je vais cloner ce projet-là chez moi. Donc le projet, c'est ssaunier/rails.git. Je le clone chez moi. Donc là, il va cloner tout Rails, ce qui prend un peu de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de fichiers et d'historique. C'est peut-être pas le meilleur projet à cloner. Donc c'est pas grave, je vais meubler. Donc là, tant que ça télécharge. Donc là, il télécharge tout Rails et tout l'historique depuis 10 ans. Donc bon, c'est un paquet de trucs. Et là, je vais faire quoi en fait? Je vais créer une branche pour faire mon changement. Comme d'habitude, on travaille dans une branche, on ne travaille pas sur master. Je vais faire différents commits et je vais proposer ma pull request à Rails. D'accord? Mais je suis obligé de passer par 2 repos à ce moment-là, parce que le premier repo de Rails, je n'ai pas l'accès en modification dessus. Donc on va le faire, on ne va pas aller jusqu'à soumettre la pull request parce que c'est pas terrible, puisqu'on va faire des conneries dans notre branche. Mais c'est pour vous montrer l'idée. C'est cool, j'ai Rails qui est dispo, je peux ouvrir Rails, j'ai tout mon projet Rails ici. Voilà, donc c'est un gros projet. Je vais pouvoir créer une branche test meetup, me mettre sur cette branche, test meetup, hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est juste changer le readme et dire bonjour Paris, comme ça. Si je fais mon git status, vous voyez que j'ai bien un readme qui a été changé. Si je fais le diff, c'est que j'ai ajouté bonjour Paris. Donc je vais pouvoir ajouter le readme pour faire un commit. Je vais appeler ça dump commit for demo. Vous voyez, donc on peut éditer a posteriori les messages de commit si jamais vous êtes trompé. Comme ceci. Voilà, donc dump commit for demo. Je vais pusher ma branche. Donc là, je la push chez moi, pas sur Rails. Parce que je ne peux pas, de toute façon, je n'ai pas les droits. Hein. Et là, vous voyez, en fait, alors je vais vous montrer 2 choses. Sur le projet ssaunier/Rails, j'ai bien une branche test-method qui vient d'apparaître, ici. Et je peux créer une pull request. Et cette fois, la pull request, je vais demander d'être un peu plus attentif. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la branche de feature et master. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué. On a la branche master sur le repo Rails et la branche à moi sur mon repo. Et donc, je demande, OK, les cocos sur Rails, vous voyez, j'ai un super changement. Est-ce que vous vous en voulez? Et là, vous voyez, il y a même un lien, please review the guidelines for contributing. Okay, donc, je suis censé lire ça avant de proposer une pull request. Et donc là, si je regarde, je ne vais pas la soumettre, la pull request. Et si je regarde, on voit bien les changements que je propose à Rails. Et en fait, là, n'importe qui peut, vous voyez, en quelques clics, proposer des changements aux projets open source qui sont sur GitHub, grâce au système de fork et de pull request. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est un peu plus compliqué le workflow où on n'a pas les droits sur le repository de départ pour lesquels on est obligé de faire un fork. Si vous êtes au sein d'une équipe et que vous avez créé un projet GitHub, vous n'avez pas besoin de forker. Donc s'il y a des développeurs qui commencent à forker vos projets, c'est qu'ils n'ont pas compris quelque chose. D'accord? C'est que normalement, ils ont tous les droits de contribution dans les paramètres du repository. Il faut que je clique sur le bouton vert Create Pull Request, voilà, que je ne vais pas faire, mais c'est l'idée. Et donc là, moi, je suis censé ici de décrire en fait quel est mon changement, pourquoi je propose mon changement, pour qu'en face, les gens ils puissent comprendre rapidement l'objet du changement. Bitbucket. Donc Bitbucket, c'est comme GitHub, c'est Atlassian, je crois. C'est Atlassian ou pas? Ouais, c'est ça. Qui est un concurrent de GitHub, qui se démarque en proposant des repos privés gratuits jusqu'à 5 personnes. Donc ça peut être une bonne solution si vous avez une startup avec du code fermé. Maintenant, je présente GitHub parce qu'en termes de features, c'est eux qui sont le plus avancés. Bitbucket est toujours un peu à la ramasse derrière. Et aussi parce que c'est la plus grosse communauté de développeurs open source. Donc c'est l'outil, c'est un peu comme, je ne sais pas, comparer un réseau social émergent avec Facebook, par exemple. Donc c'est GitHub le plus gros. Quoi. Mais in fine, ça reste une surcouche web au-dessus de Git. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler avec Git sans GitHub. C'est pas obligatoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est plus simple, mais c'est pas obligatoire. Il y a un dernier truc que je voulais aborder, qui est le petit bonus que GitHub fournit. C'est que là, vous voyez notre super page HTML qu'on a construit là. C'est quand même joli. Bon, en blanc, c'est moche, je vais remettre du vert. Je peux l'héberger. Ça vous parle, ça, l'hébergement web ou pas? Ouais. Vous faites comment pour héberger des sites actuellement? Pardon? Vous payez? Ouais. Bon, à part payer, concrètement, vous faites quoi? OVH, ouais. En local. T'héberges en local?
Tu as une machine chez toi avec ton routeur qui... D'accord, ok, c'est bien. Donc du self-hosting, très bien. Heroku, ouais. Ok. Donc en fait sur GitHub, vous pouvez faire pareil gratuitement, grâce à un petit jeu de branches, vous allez voir, c'est sympa. L'idée c'est que là sur mon repo, donc, je vais reprendre mon repo /hello. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une branche qui va avoir un nom spécial, qui va s'appeler gh-pages. D'accord. Je vais me mettre dessus. Alors, désolé. Je ne l'ai pas tiré de master, donc il y a un petit souci. Je vais supprimer les branches qui ne servent plus à rien. Voilà, donc je recommence. Je suis sur master. Je vais pooler, parce que si jamais j'avais des pull requests qui avaient... Voilà, j'étais pas à jour par rapport à GitHub, donc voilà, donc j'ai poolé. Et là maintenant, je vais créer la branche gh-pages, me mettre dessus, comme ceci. Et accessoirement, je vais faire un petit changement. Je vais remettre du vert. C'était joli. Comme ça. Hop. Avec du blanc. Voilà. Donc, je vais faire un commit de mon changement. Et je vais pousser la branche gh-pages cette fois, hein, comme le même scénario que si jamais je voulais pousser ma branche pour créer une pull request. Donc je pousse la branche gh-pages. Et à ce moment-là, donc là, j'ai deux branches. J'ai master et gh-pages qui vivent leur vie chacun de leur côté. En fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que si je vais dans Settings, vous voyez, GitHub me dit « Your site is published as at /hello ». En fait, l'URL, là, vous pouvez la décomposer par rapport au nom du projet. Le projet, il est hébergé chez moi. Donc, /Saunier, c'est mon username GitHub. Et hello, c'est le nom du projet. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait username.github.io / le nom du projet. Et si je vais sur cette URL-là, mon site est hébergé. Et donc, finalement, faire un git push origin gh-pages, ça revient à faire un déploiement de votre site. Ça revient à ouvrir votre client FTP et glisser des trucs, quoi. Sauf que vous le faites avec Git. Donc, vous versionnez votre code et en plus, vous faites des déploiements. C'est génial. Et c'est gratuit. C'est possible sur... Je ne sais plus. Je ne crois pas. De toute façon, un repo privé... Enfin, un site HTML, il n'est pas privé parce que tu peux regarder la source, donc ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas. En général, quand tu utilises GitHub Pages, de toute façon, tu es sur un repo public parce que tu fais du HTML. Donc là, vous pouvez très bien faire des trucs un peu plus compliqués avec des technologies front-end type Angular, type Ember, hébergées par GitHub. Parce que non, ça ne fonctionnera pas parce que là, il n'y a rien qui exécute ton code. C'est-à-dire que là, il fait uniquement servir un site statique. Et ce que ça fait, c'est que par défaut, c'est intégré avec Jekyll. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jekyll. Donc, c'est un truc pour faire des sites statiques et des blogs en mode hacker, en fait, en mode texte. Et par défaut, GitHub Pages va compiler votre site Jekyll. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Jekyll pour utiliser GitHub Pages. On a la preuve ici, c'est-à-dire qu'on a publié notre code HTML juste en créant la branche et en poussant la branche. Mais si vous voulez faire des sites un peu plus compliqués, je vous invite à regarder cet outil qui va vous faciliter la vie, notamment si votre site a plusieurs pages. Si votre site a plusieurs pages, il faut un système de layout pour que les parties communes entre les différentes pages soient à un seul endroit et pour pas que vous vous répétiez dans différents fichiers, quoi. Mais ça sera le sujet d'un autre meet-up. Sans doute. J'y pense maintenant, là, donc je le dis, quoi. Voilà, donc ça c'est GitHub Pages, c'est le petit bonus de GitHub pour l'hébergement. Si vous voulez rapidement créer un petit fichier HTML et l'héberger avec une URL. Alors là, vous êtes... Donc là, oui, je n'ai pas parlé de ça. Vous voyez, l'URL c'était saunier.github.io. Et là, j'ai quoi dans mon URL en haut là? J'ai pas saunier.github.io, j'ai mon domaine en fait.
vous pouvez mettre votre domaine à vous sur GitHub Pages. Et ça, c'est réalisé comment? C'est réalisé grâce à un fichier CNAME que vous placez dans votre repository. Donc là, vous voyez, j'ai un fichier CNAME sur un autre projet. Donc c'est pas obligé que ce soit un autre projet, ça peut être ce projet-là. Ce fichier CNAME en majuscule, vous avez juste à mettre votre domaine qui doit remplacer le .github.io, configurer sur votre DNS l'enregistrement CNAME pour que ça pointe correctement. Si on a, pour qui c'est du chinois ce que je viens de dire, c'est pas très grave, vous pourrez regarder dans la doc ce que ça veut dire. Grosso modo, c'est qu'en fait, quand je tape www.google.com, mon navigateur, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à un serveur DNS, il demande à un annuaire, c'est quoi www.google.com? Parce que lui, il a besoin d'une adresse IP pour faire une requête. Donc c'est cette translation-là de domaine vers IP. Donc là, en l'occurrence, on fait une translation domaine vers domaine. C'est ça qui s'appelle CNAME. C'est-à-dire qu'on va prendre, c'est quoi saunier.github.io? C'est sébastien.saunier.me. Enfin, c'est dans l'autre sens d'ailleurs. Mais disons qu'il y a une corrélation entre les domaines jusqu'à tomber sur une IP. Donc là, GitHub vous permet de mettre votre propre domaine sur GitHub Pages. Donc c'est complètement transparent pour les gens. Il n'y a pas github.io et pourtant c'est hébergé par GitHub. Ce qui fait que si vous êtes premier sur Hacker News ou vous passez à la télé, il n'y a pas de souci, la charge elle est gérée par GitHub. Ce n'est pas vous qui allez payer du trafic de bande passante sur OVH. Ou qui allez recevoir un mail parce que le plan à 2 € par mois d'OVH, il n'y a que 100 mégas de bande passante et que le 2 du mois, il vous coupe parce que vous l'avez dépassé. Donc là, il n'y a pas de souci sur ça. Donc ça, c'était pour GitHub Pages. Bon, j'ai fini. J'espère que vous avez appris des trucs. Donc là, sur vos projets, je vous invite à télécharger l'appli GitHub et à publier un maximum de choses sur vos profils en open source pour un peu tester les workflows et d'intégrer ça dans vos équipes. Si jamais vous n'avez pas encore de système de versionning. Si vous avez déjà SVN ou autre chose, vous pouvez très bien rester avec ça. Mais si vous avez 0 versionning sur votre code, c'est le moment de commencer. Voilà. Merci beaucoup.